Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans le 19-20. Les animaux sauvages vont être progressivement interdits dans les cirques. L'annonce a été faite aujourd'hui, mais nous l'entendrons. Les cirques qui proposent encore ces numéros comptent bien faire perdurer la tradition. Ils subissent la crise économique de plein fouet. Les saisonniers n'ont que très peu bénéficié des plans d'aide et les perspectives restent sombres. Beaucoup sont contraints de se reconvertir. Et puis, une découverte en fin d'édition. Patrimoine méconnu de Toulouse, l'art nouveau y a pourtant prospéré. Façades et vitraux sont mis en valeur dans un livre. C'est une annonce à laquelle les cirques ne s'attendaient pas, la disparition programmée des animaux sauvages. Une pratique ancienne à laquelle la ministre de la Transition écologique veut mettre fin. Un changement radical que plusieurs cirques refusent à ce jour d'envisager. Le reportage de Stéphane Compan et Frédéric Dess. Des cirques sans animaux sauvages, impensable pour la famille Muller qui ne décolère pas contre la ministre. On a les 300 cirques, on a eu tout le monde au téléphone. On est prêt à monter avec tous les animaux à Paris et on va y faire un beau cadeau à Madame la ministre. Vous voulez les animaux de cirque? C'est pas sur un délai de 5 ans. On va vous imposer, arriver avec tous les SMI et vous mettre les animaux dans Paris. Pas question pour lui de renier une tradition familiale datant de 1890. Le cirque Muller a toujours eu des animaux. Aujourd'hui encore aux abords de Toulouse, éléphants, hippopotames et autres faunes sauvages illustrent cet héritage. On est presque 300 cirques en France à détenir des animaux. Même si on me donne 40 ou 100 000 euros aujourd'hui, quel est l'avenir de nos enfants? Moi, on m'a donné un seul diplôme, et ça, il faut le reconnaître, on m'a donné un seul diplôme, c'est un certificat de capacité pour présenter mes animaux au spectacle. Après ça, si on m'enlève mes animaux, qu'est-ce que veulent devenir toutes les entreprises de cirque? C'est un vrai problème. Et on va mettre tous ces animaux. Les mesures annoncées aujourd'hui par la ministre visent le bien-être animal et plus particulièrement la faune sauvage en captivité. Il n'est plus raisonnable de transporter des hippopotames ou des fauves de commune en commune. Alors nous allons avancer progressivement vers la fin des animaux issus d'espèces sauvages dans les cirques itinérants en nous fondant sur l'incompatibilité des espèces concernées à vivre dans des conditions itinérantes. Depuis plusieurs années, des associations se mobilisent contre l'exploitation des animaux dans les cirques. Des communes ont même pris des arrêtés interdisant les cirques avec des animaux sauvages. C'est le cas de Montpellier, Marseille, Nice ou encore Bordeaux. Toulouse reste la grande absente. Jean-Luc Moudenc a toujours refusé en fait de s'engager sur cette question-là. Et voilà, et je pense qu'on retiendra dans l'histoire les villes qui sont engagées avant qu'il y ait une loi et celles qui ont attendu passivement et qui n'ont rien fait. Et voilà, et c'est un regret. En France, on dénombre 300 cirques possédant environ 1700 animaux sauvages. Ils ont 5 années pour mettre en place une reconversion. Les chiffres de contamination et d'hospitalisation dus au Covid continuent à progresser dans la métropole toulousaine en particulier. Le CHU passe donc en plan hôpital en tension. Report d'opérations, interdiction des visites et filière Covid dédiée aux urgences. Plusieurs mesures sont mises en œuvre. Marie Martin avec Laurence Beaufet. Ce matin, l'accueil des urgences du CHU de Purpan était vide. Rien de vraiment inhabituel à ce moment de la journée, mais peut-être aussi l'effet de la réorganisation des urgences. Ce week-end, le CHU a annoncé que les patients adultes se présentant d'eux-mêmes sans signe de gravité doivent se tourner en priorité vers leur médecin traitant ou le 15, et ce afin que l'hôpital puisse faire face à l'augmentation de son activité. C'est pas du tout, alors là c'est clair, un refus de prendre des patients, c'est juste d'avoir à partir des médecins traitants et à partir du SAMU un meilleur maillage du territoire et une meilleure organisation pour les patients d'aller au bon endroit en fonction de la gravité. Car à la différence du mois de mars dernier, l'hôpital a ce double impératif de prendre en charge tous les patients qui nécessitent une hospitalisation, Covid ou non. Or, il y a 81 patients Covid hospitalisés aujourd'hui. On a une activité qui a augmenté régulièrement depuis fin août maintenant, de façon, on va dire, moins rapide qu'au mois de mars, mais de façon soutenue, très nettement. Avec nous un secteur dédié du service, un secteur qui est plein pour les patients Covid. On garde après une activité non Covid qu'il faut mener de front. Voilà, donc difficile de jongler un peu entre les deux. Le plan hôpital en tension a été mis en œuvre pour accompagner cette montée en charge. Il s'appuie sur une réunion hebdomadaire des professionnels du territoire. Cette réunion, elle se fait avec la médecine de ville, avec les acteurs du privé, qu'ils soient médecins ou directeurs de clinique, et avec les équipes du CHU. Toutes les semaines, on réévalue
nos organisations et les besoins en fonction de cette activité. Le CHU de Toulouse s'attend à un épisode plus long. Ce plan hôpital en tension prévoit désormais 2 filières distinctes aux urgences, l'une pour les patients en détresse respiratoire, la seconde pour toutes les autres urgences. L'épidémie reprend de la vigueur et dans le même temps, une forme de lassitude sur le port du masque prend de l'ampleur. On lira sur le site web de France 3 Occitanie ces témoignages de commerçants, parents d'élèves ou avocats qui expliquent pourquoi ils refusent parfois de porter le masque. Sur le plan économique, les choses restent compliquées aussi. Un rapport demandé par la région et la mairie de Toulouse a été remis aujourd'hui. Stéphanie Bousquet, il contient une série de propositions pour relancer l'économie de la métropole toulousaine après la crise. Et oui, Frédéric, 2 mois et demi de travaux, 12 experts, beaucoup d'entretiens. La commission Toulouse Territoire d'Avenir présentait son rapport ce mardi et mettait en avant 11 propositions, 11 axes de travail, de prospective face à la crise sociale majeure qui va frapper Toulouse et son agglomération. Alors, pour éviter les difficultés économiques à venir, il faut agir vite et ensemble, selon ces experts, comprenez, avec tous les acteurs publics et privés du territoire. Alors, parmi ces propositions, on en a sélectionné quelques-unes. La première, accroître le potentiel scientifique de Toulouse en créant une université d'excellence pluridisciplinaire, par exemple, qui pourrait être tournée sur les biotechnologies, la médecine du futur ou les mobilités décarbonées. Objectif, faire de Toulouse une ville à la pointe des questions climatiques. La deuxième proposition s'intéresse à l'aménagement du territoire et à son impact sur le climat. Alors, cette commission confirme l'importance de faire aboutir le projet de la LGV Bordeaux-Toulouse et de la 3e ligne de métro, mais les experts insistent sur l'importance de réduire nos consommations d'énergie en termes de logement. Ils proposent par exemple de lancer un grand plan de rénovation de logement qui pourrait réduire de 17% nos émissions. Bref, un plan climat-territoire très présent dans ce rapport où on sent que l'écologie est au cœur des actions de demain. L'écologie, justement, appelée à être de plus en plus intégrée au tissu industriel. Eh bien oui, effectivement, dans la proposition 3 et 4, la Commission insiste sur la nécessité de soutenir la mutation rapide vers l'avion vert porté par Airbus, mais elle prône aussi une diversification de toute urgence industrielle en développant encore plus les domaines du spatial. Toulouse pourrait ainsi devenir la capitale de l'espace du futur et du New Space. L'idée est bel et bien d'attirer de nouveaux industriels sur notre territoire. Stéphanie Bousquet, merci à vous. Autre secteur très en souffrance, celui des saisonniers. À Lourdes, par exemple, les touristes ont disparu. Les hôtels, restaurants et commerces restent vides. Pas d'embauche, donc, pour les saisonniers. Pas de droit au chômage non plus. Pas plus que d'aide du gouvernement. Alors, quand ils le peuvent, certains tentent de se reconvertir pour s'en sortir. Régis Cotias, Ludovic Brimboeuf. Riz, pâtes, conserves ou savon, les denrées de base habituellement distribuées par les Restos du Cœur. Mais ici, les produits sont gérés pareil pour les saisonniers. Pour eux, faute de pèlerins, pas d'embauche dans les hôtels ou les boutiques et ils se retrouvent démunis. Entre saisonniers, on est dans l'entraide, donc on se connaît tous plus ou moins. Donc on préfère venir ici avec sa petite poche et puis faire ses petites courses et on ne demande rien, on repart. L'origine des difficultés remonte au début de la crise sanitaire. Mi-mars, quand la saison des pèlerinages débute, habituellement les saisonniers reprennent du service. Cette année, avec le confinement, aucune embauche, pas de contrat de travail. La pandémie nous a empêchés en fait de mettre le pied en entreprise cette année. Donc par cette mesure-là, on avait tous des contrats oraux avec nos patrons qui nous avaient recrutés pour les équipes et tout ça, comme chaque année et depuis des dizaines d'années. Et puis en fait, on a dû rester à la maison, donc on se retrouve en fait à continuer à épuiser le reliquat de droits qu'on avait de chômage au lieu d'avoir renouvelé par le chômage partiel même ou en ayant travaillé. De ce fait-là, aujourd'hui, on est tous là en train d'épuiser notre reliquat de droits. Les saisonniers reprochent aussi aux employeurs leur frilosité à utiliser les dispositifs d'aide comme le chômage partiel. Des mesures pour amortir la crise restent sans effet. Comme on n'avait pas signé nos contrats, on n'a pas pu bénéficier du chômage partiel, puisqu'on était hors entreprise au moment des décisions sanitaires. Et depuis ce moment-là, on perd en fait en moyenne 500-600 euros par mois par saisonnier. Du fait de ne pas travailler, c'est la différence entre notre salaire et chômage. Et l'horizon ne s'annonce guère meilleur. Des pèlerinages d'ores et déjà prévus pour 2021 sont annulés. À Lourdes, l'année blanche va s'étirer bien au-delà de 12 mois. À Toulouse, le quartier des Isards s'est fait connaître cet été pour des fusillades à répétition. Un quartier parmi les plus difficiles de la ville, où le sport a permis à de nombreux jeunes d'éviter le chemin de la délinquance. Mais, faute de subventions, 2 terrains sont devenus inutilisables. Le reportage d'Emmanuel Watt et Thierry Villéger. Sur le terrain de foot du quartier des Isards, les détritus sont en train de gagner la partie. Depuis plus de 2 ans, ce stade est inutilisé à des fins sportives. C'est vraiment catastrophique parce que là maintenant c'est même plus un terrain de foot, c'est une décharge, faut dire ce qui est. Tu as une portière, tu as des détritus.
Un abandon qui choque les habitants du quartier. Nicolas Aoued préside un club qui rassemble une quarantaine de jeunes joueurs issus des Isards. Actuellement, les entraînements se déroulent sur la zone de Sesquières, à plusieurs kilomètres de là. Il réclame la remise en état du stade, alors que le climat de violence ne cesse d'augmenter. On peut bien voir, avant, dans ce quartier, aux Isards, ça, toutes ces détritus, tous ces déchets, cette ferraille que les gens mettent, ça n'existait pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une structure sportive, parce qu'il y avait un club de foot. Les jeunes venaient ici, ils jouaient au foot, ils faisaient la fête, ils mangeaient un morceau et ils partaient. Voilà, ils avaient quelque chose, ils avaient un but. On demande, on revendique de pouvoir jouer dans notre quartier afin que les jeunes d'aujourd'hui ne soient pas les dealers de demain. Au mois d'août, un prêtre investi dans le sport signe une lettre ouverte pour relancer la pratique du football sur ce terrain. C'est facteur de paix, il y a des valeurs, tout ça. Ça construit des jeunes et des futurs adultes aussi. Qui vraiment, il y a un côté bonheur, quoi. Et puis ces terrains, ils sont délabrés, ils sont vides. Et je crois qu'il faut les transformer, quoi. Nouvellement élue, Julie Faramond est en charge du sport amateur à Toulouse. Elle ne s'est pas encore rendue sur place et promet une réouverture du stade sans préciser de date. Lorsque les agents mettent en place des procédures techniques pour le rénover, il y a des incivilités et du vandalisme. Dans le même quartier des Isards, un autre terrain de foot est également inaccessible aux sportifs depuis des mois. Et on passe au dossier du 19-20 consacré à la renaissance du village de Selles sur les rives du Selagou. Un lac artificiel créé il y a 50 ans qui aurait dû engloutir le village. Finalement, les maisons sont restées au sec mais ont été vidées de leurs habitants. Aujourd'hui, la vie reprend avec un projet de réhabilitation et de repeuplement assez particulier. Un dossier signé Camille Novak et Enrique Garibaldi. Au milieu des ruines, les futurs habitants de Selles réinvestissent les lieux. À l'abandon depuis la création du lac en 1969, le village est resté jusqu'à présent entièrement figé. L'idée, c'est de retrouver la pierre et de gratter un peu pour faire ressortir la pierre, de retirer les joints. Vincent est l'un des rares privilégiés à démarrer les travaux de rénovation de sa future maison, un bien qu'il occupera pendant les 35 prochaines années. Ici, aucune parcelle n'est accessible à la propriété privée. La mairie concède uniquement des prêts à usage. Ce qui me fait tenir, c'est le projet en lui-même. C'est un projet qui a du sens, c'est-à-dire une troisième voie entre la propriété privée et la location. Et de ne pas laisser la vallée du Selagou devenir une chambre d'hôte géante ou un ensemble de résidences secondaires, pour nous, ça a du sens, quoi. Depuis 25 ans, le projet de restauration du village est porté par Joël Goudal, qui a passé son enfance dans ces murs. Cette année, un gros coup d'accélérateur a été donné. Les premiers travaux de viabilisation ont été réalisés. Ça y est, toutes les maisons, on les sortit pour pouvoir mettre les compteurs et d'eau et d'électricité. Et au milieu de toutes les rues, on a fait passer l'eau potable, l'eau brute sur certaines rues, l'assainissement et les réseaux secs. Autre avancée majeure, une enquête publique a également été menée pour mettre en place un plan local d'urbanisme. Le compte-rendu doit être publié dans les prochaines semaines. Le projet est intéressant, ça a de vrais objectifs. C'est rare dans les PLU. Et les observations sont toujours intéressantes et particulières parce qu'on ne peut pas penser à tous les détails a priori. Donc c'est intéressant que le public exprime son propre avis, c'est un acte de démocratie. En 1969, Selles comptait 80 habitants. Aujourd'hui, la commune en abrite 35, répartis sur 2 autres hameaux. Avec ce projet, l'objectif est de faire revenir au moins une trentaine de résidents, tout en préservant au maximum cet espace naturel, avec des installations soucieuses de l'environnement. On est très attentif à l'aspect paysager, mais on est aussi très attentif à ce qu'on va faire dans Selles et comment on va habiter à Selles. Ici, les futurs habitants sont triés sur le volet. Pour l'instant, seuls 3 dossiers ont été retenus. Il faudra attendre encore quelques années pour voir entièrement revivre ce village carte postale.
Une maison à la campagne, voilà qui fait rêver bon nombre de citadins après l'épreuve du confinement. Beaucoup franchissent le pas, les maisons partent vite et sans négociation. Bref, l'immobilier en milieu rural se porte très bien, comme nous allons le voir dans ce deuxième épisode du feuilleton sur ceux qui ont décidé de changer de vie. Feuilleton signé Clément Barbet et Audrey Guiraud. Depuis 17 ans, Jean-Stéphane Villain sillonne les routes de l'ouest de la France. Il dirige une dizaine d'agences immobilières spécialisées dans la vente de maisons dites de caractère. Et depuis le confinement, son business est florissant. Bonjour et bienvenue à Le Bastier et en Aveyron. Vous avez fait une bonne route? Allez, c'est parti, on va passer par là. Hello Mr. Holmes. Okay. Oh, Merci, oui, on va rentrer, je vous précède. Welcome. Ses clients du jour, Marie-Hélène et Gilbert. Installés à Bègles en périphérie de Bordeaux, le couple s'est décidé il y a quelques semaines, il va s'installer au vert. Depuis la fin du confinement, quasiment tous les jours, nous faisons une demi-heure de voiture pour aller chercher un peu de verdure, un peu de forêt, un peu d'arbres. Oui, ça a quand même été un déclic. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et franchement, on pourrait peut-être imaginer une vie différente de celle-là. Et voilà, ça nous a aussi, le confinement nous a laissé du temps. Donc on a pensé, on a réfléchi, on s'est projeté. Voilà. Peut-être que s'il n'y avait pas eu de confinement, on n'aurait pas pris ce recul-là. Les Bordelais ont craqué pour cette maison et son grand terrain de 2000 mètres carrés à une demi-heure de Rodez. Vivre ici, là, c'est vraiment... on voit le cadre, c'est la campagne. C'est vraiment... Là, on est dans le village. Là où nous habitons à Bègles, c'est le village urbain, qui est plus urbain que village. Et ici, on est vraiment dans le village. C'est extraordinaire. Je m'y vois déjà. Prix de la maison, 218 000 €, et pas question de négocier. Aujourd'hui, on se trouve dans des scénarios de plus en plus fréquents où on a plusieurs acheteurs qui veulent se positionner sur une maison, surtout une maison comme ça avec un aussi beau jardin, etc. Et donc c'est pas une question de prix, c'est une question de savoir qui va être le premier à se positionner. Dans la région, il était fréquent d'appliquer une négociation de 5 à 10%. Et on se retrouvait avec des cycles de maisons à la campagne plus longs qu'en ville. À la campagne, on était plutôt sur des cycles de 6 mois et en ville plutôt de 3 mois. Et là, les cycles sont beaucoup plus raccourcis. Mais là, pour capter les Belges et les Hollandais, je pense qu'il faut... Aveyron, Lozère, Cantal, Ariège, les départements les plus ruraux sont les plus demandés. Cette nouvelle clientèle vient remplacer les Anglais, arrivés en masse au début des années 2000 et refroidis depuis le Brexit et le Covid-19. La tendance nouvelle avec le virus, c'est que c'est de plus en plus d'actifs qui vont pouvoir travailler depuis chez eux grâce aux nouvelles technologies. On a vu une accélération de l'inversion de l'exode rural. Avec le virus, on a fait un bond en avant de peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans le changement sociétal de ce retour des urbains vers les campagnes qui étaient déjà engagés mais qui s'accélèrent de façon importante. Avec la pandémie, certains ont décidé de déménager, d'autres ont plus simplement modifié leur façon de consommer. C'est ce que nous verrons demain dans le 3e épisode. Consommer local est devenu ou redevenu une habitude dans beaucoup de foyers. Pour finir, l'Art Nouveau a ses capitales, Prague, Vienne ou Bruxelles, mais Toulouse n'est pas en reste. Seulement, la ville a longtemps oublié ses trésors architecturaux. Façades et vitraux d'époque fin 19e, début 20e sont redevenus un style apprécié et aujourd'hui mis en valeur dans un livre. Thierry Santos, Thierry Villéger. Des courbes, des contre-courbes, un décor floral ou végétal, c'est l'Art Nouveau. Il renoue avec l'élégance et la légèreté du XVIIIe siècle et de la Renaissance. Rue de Metz, rue aux Aisnes, dans le quartier du Buscat ou des Chalets, fleurissent ainsi de nouvelles demeures de la bourgeoisie toulousaine. Ici, l'hôtel du Conseil économique et social est un parfait exemple de cet art nouveau.
Alors elle s'inscrit tout à fait dans la thématique de l'Art Nouveau, c'est-à-dire un mélange d'interventions de différents corps de métiers. Il y a beaucoup de ferronnerie, par exemple, au niveau de l'entrée de la maison. Et ici, nous sommes dans la cour, et dans la cour, on a joué la carte à la fois de l'Art Nouveau et de la tradition toulousaine avec les terres cuites émaillées. Succès de librairie, le livre Toulouse Art Nouveau dans la collection des maîtres bâtisseurs répertorie et décrit 79 édifices remarquables. Cet ouvrage est comme souvent le résultat de la rencontre réussie entre un auteur et un éditeur. L'un sans l'autre, vous ne pouviez pas faire non. cela. Ah, moi, je ne peux pas le faire sans lui. Non, lui peut peut-être le faire sans moi avec une autre historienne de l'art, mais moi, je n'ai pas pu le faire sans lui, non. La verrière de l'ancien Grand Hôtel, une des pièces les plus spectaculaires de ce style à Toulouse. Sa façade, à l'extérieur, est l'exemple de la transition du classique vers l'Art Nouveau. Vous avez les médaillons, qui sont des marguerites, qui se situent en haut de chaque côté des fenêtres. Vous avez les balcons aussi, en fer forgé. Mais on trouve aussi, dans bon nombre d'appartements du centre-ville, ces fenêtres multicolores. Tous les éléments de l'immeuble ne sont pas Art Nouveau. Et on se trouve dans un appartement avec des vitraux qui sont absolument fabuleux. Toulouse Art Nouveau, aux éditions Terfort, dans la collection des bâtisseurs toulousains. C'est donc ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le 19-20 se poursuit avec Virna Saki. Retour de l'info régionale demain à midi pile et sur le site web de France 3 Occitanie. Entre-temps, très belle soirée à vous.